C'était un après-midi insupportablement chaud à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le genre de journée où l'air semble vibrer sous la chaleur, où tout ralentit. Le président Ibrahim Traoré, épuisé par une série ininterrompue de réunions et d'affaires d'État, décida de faire un détour discret par rapport à son emploi du temps. Pas d'escorte de sécurité, pas d'alerte médiatique, aucune annonce officielle. Juste un homme en vêtements simples, s'éclipsant par la porte arrière du palais, à la recherche d'un peu de normalité et de connexion humaine. Il se rendit à l'Akwaba, un restaurant local modeste réputé pour ses plats traditionnels burkinabais. À l'intérieur, l'air était rempli de rire, du tintement chaleureux des couverts et de l'odeur alléchante du thon, un plat national à base de mille et de sauces. Le président choisit un coin discret, sa présence passant inaperçue parmi les habitués. Si vous croyez en la justice, en la foi, et en ces personnes qui changent le monde depuis l'ombre, alors l'histoire d'Ibrahim Traoré est incontournable. Un leader sans luxe, sans scène, seulement du courage et une vision ardente pour l'Afrique. C'est un voyage bouleversant, rempli de rebondissements, de révélations et d'une vérité qui a ébranlé le monde. Cliquez sur like, partagez la vérité et abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun chapitre de cette révolution. Ensemble, gardons vivant l'esprit de la force africaine et de l'autosuffisance. C'est là, pensa-t-il, que commençait le véritable leadership, non pas dans les salles parlementaires ou devant les caméras, mais dans ces lieux où son peuple riait, pleurait et rêvait. Tandis qu'il mangeait, ses yeux furent attirés vers l'entrée, où une femme âgée était assise seule. Sa robe était décolorée et usée, mais elle se tenait droite, avec grâce et une fierté discrète. Elle ne commanda qu'une petite assiette de riz et un verre d'eau, remerciant le serveur avec un sourire empreint d'humilité et de résilience. Curieux, Ibrahim termina son repas et se leva, marchant vers sa table. « Bonjour, madame », dit-il doucement, sa voix chaleureuse. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» La femme leva les yeux, surprise mais pas hostile. « Bien sûr, monsieur », répondit-elle. Il se présenta simplement sous le nom des « Ibrahim », sans donner le moindre indice de son titre. Elle lui répondit avec un sourire doux. « Mariam », dit-elle. Il y avait quelque chose dans ses yeux, du calme, de la sagesse, mais aussi la trace d'années d'endurance silencieuse. Cela toucha profondément Ibrahim. Il avait déjà partagé des tables avec des généraux, des économistes et des diplomates étrangers. Mais cette femme dégageait une autre forme de présence, sculptée non par le privilège, mais par la persévérance. « Vous vivez dans le quartier ?» demanda-t-il, amorçant doucement la conversation. « Oui », répondit-elle. « Juste après la place. Ce n'est pas grand-chose. Quelques pots, des souvenirs et quelques vestiges de la vie. » Ces mots étaient simples, mais ils frappèrent Ibrahim au cœur. Il ressentit une vague de honte silencieuse. Combien de voix comme la sienne restaient-elles inaudibles? « Que souhaitez-vous pour l'avenir » demanda-t-il doucement. Mariam marqua une pause, ses yeux s'illuminant. « J'espère que mon fils aura une vie meilleure que la mienne. Il veut devenir médecin. Mais c'est difficile. L'école coûte cher et beaucoup d'enfants abandonnent. Il fait de son mieux, mais nous avons peu de moyens. » Un nœud se forma dans la gorge d'Ibrahim. Il savait que ses paroles étaient vraies. Le système éducatif, bien qu'en progrès, restait un champ de bataille inégal. Trop de rêves mouraient jeunes, écrasés par les frais de scolarité, la distance, la faim ou simplement le poids d'être né pauvre. « Je crois en lui », dit Ibrahim d'une voix ferme. « Si tel est son rêve, il peut le réaliser. Et je ferai ce que je peux pour l'aider. » Mariam cligna des yeux, surprise. « Vous êtes très aimable, Ibrahim. Mais, que peut faire un homme ordinaire face à de si grands problèmes ?» Il hésita. Le poids de sa véritable identité lui brûlait les lèvres. Mais il comprit que ce moment n'était pas fait pour les déclarations solennelles. C'était un moment de connexion. « Parfois, répondit-il, les plus grands changements commencent par de petits gestes. Si chacun fait sa part, nous pouvons tout changer. » Ému par leur échange, Ibrahim demanda s'il pouvait la raccompagner chez elle. Mariam, étonnée par sa requête, plongea son regard dans le sien, sincère, calme, empreint d'une profondeur qu'elle ne sut nommer. Après un instant d'hésitation, elle acquiesça.
Ils marchèrent côte à côte à travers les ruelles poussiéreuses du quartier, passant devant des toits en tôle ondulée et des enfants pieds nus poursuivant de vieux pneus de bicyclette. Sa maison était telle qu'elle l'avait décrite, modeste, mais propre, chaque recoin empli d'amour et de survie. Elle lui montra une petite photographie de son fils, ses yeux pétillants de l'ardeur de l'ambition. Il étudie la nuit, dit-elle, à la lumière d'une bougie. Il veut soigner les gens. Il dit qu'un jour, il ouvrira peut-être une petite clinique. Ibrahim resta silencieux, absorbant chaque mot. Il ne vit pas seulement un garçon sur cette photo, mais un symbole de tout ce que le Burkina Faso pouvait devenir à condition d'investir en lui-même. Avant de partir, il se tourna vers Mariam avec respect. « Puis-je revenir vous rendre visite ?» demanda-t-il. « Vous serez toujours le bienvenu » répondit-elle, ignorant qui il était en réalité. Plus tard dans la soirée, de retour au palais, Ibrahim s'assit seul dans son bureau. Les conversations de la journée résonnaient dans son esprit, plus fortes que n'importe quel discours ou briefing militaire. Il ouvrit son carnet et inscrivit en haut d'une page blanche un seul mot, Mariam. Cette nuit-là, il convoqua d'urgence une réunion avec ses ministres de l'Éducation. Ces derniers furent surpris par cet appel tardif, mais il ne perdit pas une seconde. « Nous devons réformer notre manière de financer les rêves », déclara-t-il. « Trop d'enfants sont laissés pour compte. Nous ne perdons pas seulement des élèves, nous perdons de futurs médecins, enseignants, ingénieurs. Nous perdons le Burkina Faso lui-même. » Ce qui avait commencé comme un déjeuner tranquille dans un petit restaurant local devint la graine d'un nouveau programme national de bourse, l'initiative Mariam, baptisée non pas dans l'honneur de l'élite, mais de ces mères invisibles dont la force alimente ce pays. Ce programme financerait l'éducation des enfants défavorisés. Il enverrait des conseillers dans les villages. Il offrirait aux enfants les livres, les repas et les mentors dont ils avaient besoin non seulement pour survivre, mais pour s'épanouir. Et Mariam? Elle découvrit la vérité une semaine plus tard, lorsque des membres du gouvernement frappèrent à sa porte pour lui remettre une lettre officielle signée de la main du président Ibrahim Traoré lui-même. Les frais de scolarité de son fils avaient été entièrement pris en charge. Un mot personnel, glissé à l'intérieur, disait « Votre rêve pour votre fils est désormais un rêve pour notre pays. Merci de m'avoir rappelé à quoi doit réellement servir le pouvoir. » Elle pleura. Non pas seulement parce que l'avenir de son fils était désormais assuré, mais parce que, pour une fois, quelqu'un avait écouté. Et au cœur du Burkina Faso, sous la chaleur et la poussière, une révolution silencieuse venait de commencer. Une révolution où la plus grande puissance ne résidait pas dans le commandement, mais dans la compassion. « Vous voulez vraiment venir ?» demanda Mariam, la voix tremblante d'incrédulité. « Oui », répondit sincèrement Ibrahim Traoré. « Je veux comprendre, vraiment comprendre ce que vous et votre enfant affrontez chaque jour. » Ainsi, ils marchèrent ensemble à travers les rues animées du soir à Ouagadougou. Ils passèrent devant les étals du marché éclairés par des lampes à huile vacillante. Ils croisèrent des enfants pieds nus se faufilant entre la foule et des femmes portant des paniers de provisions sur la tête. La ville était vivante, mais son rythme portait des vérités silencieuses. Des vérités qu'Ibrahim était prêt à affronter. Lorsqu'ils arrivèrent chez Mariam, la maison était exactement comme elle l'avait décrite, humble, mais empreinte d'une dignité tranquille. Les murs étaient en argile, renforcés par des tôles de zinc. Le toit s'affaissait par endroits et l'entrée était couverte d'un simple tissu en guise de porte. « C'est ici » dit Mariam en soulevant doucement le rideau. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre maison. » Ibrahim entra lentement, ses yeux explorant chaque recoin. Une table en bois, usée par le temps. 2 chaises dépareillées et fatiguées. Un simple matelas posé à même le sol où dormaient la mère et le fils. Mais ce qui attira surtout son attention, ce ne fut pas la pauvreté, ce fut le soin. Le sol balayé avec application. Les récipients en plastique soigneusement empilés. La petite étagère remplie de livres, bien que la plupart soient usés et obsolètes. Puis, au fond de la pièce, il le vit, un tableau de fortune, orné de photos fanées et de dessins faits à la main. Des dessins enfantins, vibrants, pleins de couleurs. « Ce sont les œuvres de votre fils ?» demanda-t-il en montrant les dessins. Mariam acquiesça, son sourire timide mais fier. « Oui,
Celui-là, dit-elle en désignant un dessin, a été fait par mon fils. Il rêve de devenir médecin depuis qu'il est tout petit. Un dessin se détachait des autres. Un garçon, grossièrement esquissé mais reconnaissable, portait une blouse blanche et était entouré de patients souriants dessinés en bâton. Chaque trait maladroit portait l'espoir. Ibrahim s'approcha, touché par tant d'innocence et de détermination. Il a du talent, dit Ibrahim, impressionné. Et, manifestement, un grand cœur. Le sourire de Mariam s'atténua légèrement. Sa voix se fit plus douce, chargée de réalisme. Mais la réalité est cruelle, Ibrahim. Il étudie dans une école publique sans livres, sans fournitures adaptées, parfois même sans enseignants. Il rentre découragé, comme si ses rêves lui échappaient peu à peu. Ibrahim reçut ces mots comme un coup en pleine poitrine. Il avait lu les rapports, vu les statistiques. Mais rien n'était comparable à cette réalité crue, entendue directement de la bouche de ceux qui la vivaient jour après jour. « Je vous promets, dit-il à voix basse mais avec une détermination d'acier, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour changer cela. Pas seulement pour votre fils, mais pour tous les enfants qui continuent de rêver malgré le manque. » Les yeux de Mariam s'embuèrent. « Vous croyez vraiment pouvoir changer quelque chose d'aussi grand ?» demanda-t-elle, émue. « Oui, répondit Ibrahim sans la moindre hésitation. Parce que les grands changements commencent par des petits actes. Et je crois que votre fils, votre famille, fera partie de ces changements. » Cette nuit-là, longtemps après que la ville se soit endormie, Ibrahim retourna au palais présidentiel. Mais son esprit était encore dans cette maison, parmi les dessins, le matelas et l'espoir indéfectible d'une mère. « Marie » appela-t-il dès qu'il entra dans son bureau. Son assistante était encore là, en train de trier des documents. « Oui, monsieur le président ?» Organisez immédiatement une réunion d'urgence. Ministre de l'Éducation. Secrétaire aux politiques sociales. Tout de suite. Et apportez le tableau de dessin de la maison de Mariam. Marie sembla déconcertée. « Monsieur, il est presque 22 heures. Cela ne peut-il pas attendre demain matin? » « Non, répondit fermement Ibrahim. Cela ne peut pas attendre. Nous devons agir cette nuit. 1 heure plus tard, les ministres arrivèrent, intrigués mais respectueux de l'urgence. Ibrahim ne commença pas par un projet de loi ou un budget. Au lieu de cela, il se plaça au centre de la salle, tenant le tableau de dessin. Il brandit un dessin, celui du petit garçon en blouse de médecin. « Ceci, déclara-t-il d'une voix ferme, est le rêve d'un enfant. » La pièce resta silencieuse. Ce garçon veut devenir médecin. Mais il est prisonnier d'un système qui ne lui offre ni livre, ni encadrement, ni véritable chance. Combien d'autres enfants sont en train de perdre leurs rêves en ce moment même, parce que nous avons laissé ce système s'effondrer? Personne ne répondit. Le message était trop cru, trop réel. « Monsieur le Président, dit finalement le ministre de l'Éducation après un long silence, nous connaissons les défis. Nous connaissons les failles. Mais les ressources sont limitées. Nous ne pouvons pas simplement. » « Je n'accepte pas cette réponse, interrompit Ibrahim, les yeux étincelants de détermination. Nous trouverons les ressources. Nous changerons nos priorités. Nous agirons. Il se tourna pour faire face à l'ensemble de l'Assemblée. Si nous pouvons construire des stades, nous pouvons construire des salles de classe. Si nous pouvons financer des cortèges motorisés, nous pouvons acheter des manuels scolaires. Si nous pouvons payer des conférences à l'étranger, nous pouvons nourrir l'esprit de nos enfants. Un nouveau silence s'installa, mais cette fois, ce n'était pas de la résistance. C'était un éveil. Le lendemain matin, le décret présidentiel fut signé. Une réforme d'urgence nationale fut annoncée, l'initiative priorité au rêve. Elle débuterait dans le quartier de Mariam. Les écoles seraient rénovées. Les enseignants seraient formés et correctement rémunérés. Les enfants recevraient des livres, des uniformes et des repas quotidiens. En quelques semaines, l'initiative s'étendrait à des dizaines de villes et villages à travers le Burkina Faso. Et le fils de Mariam, il serait le premier à recevoir une bourse complète. Son dessin fut encadré et accroché dans le bureau présidentiel. Au-dessus, une plaque indiquait « Qu'aucun rêve d'enfant ne soit brisé par la pauvreté. Ibrahim Traoré ». Et à partir de ce simple croquis tracé sur un mur d'argile,
une nation commença à redessiner son avenir. La voix du président Ibrahim Traoré rompit à nouveau le silence de la salle de réunion, calme mais inflexible. Si nous ne pouvons pas aider nos enfants à rêver grand, déclara-t-il, alors nous échouons en tant que dirigeants. Il se tenait droit, tenant dans ses mains le dessin simple du fils de Mariam, un enfant bâton en blouse de médecin, entouré de patients souriants tracés d'une main hésitante. Ce n'était pas seulement un dessin. C'était un symbole, un cri, un plan pour l'avenir. Je veux un plan immédiat, poursuivit-il. Nous devons améliorer les écoles publiques, prioriser les régions les plus vulnérables, garantir les fournitures de base, former des enseignants qualifiés, et veiller à ce qu'aucun enfant ne soit contraint d'étudier le ventre vide. Les repas scolaires doivent devenir une norme. Le secrétaire aux politiques sociales acquiesça rapidement, inspiré par l'urgence qui émanait du président. « Monsieur, nous pouvons commencer par réallouer une partie du budget provenant de projets secondaires, suggéra-t-il prudemment. Mais cela nécessitera des coupes dans certains secteurs moins prioritaires. Faites-le, répondit Traoré sans la moindre hésitation. Nous pouvons renoncer au luxe, mais nous ne pouvons pas sacrifier les rêves de nos enfants. Son ordre final résonna avec une force tranquille. Et je visiterai moi-même ces écoles. Je veux voir, de mes propres yeux, le changement que nous créons. Cette nuit-là, alors que la ville dormait, Ibrahim s'assit seul dans son bureau, la lumière tamisée caressant les bords du dessin du fils de Mariam posé à côté des documents présidentiels. Il pensa à l'enfant, à Mariam, aux milliers d'autres enfants, tout aussi rêveurs, silencieux, attendant qu'on les entende. Et lui, il avait écouté. Le lendemain matin, Traoré se tint devant la presse, résolu. Les caméras tournèrent alors qu'il annonçait une nouvelle initiative nationale audacieuse. Des rêves pour tous les enfants. Ce programme, déclara-t-il, est notre promesse qu'aucun enfant ne sera laissé pour compte à cause de la pauvreté. Chaque enfant, peu importe son origine, mérite l'accès à l'éducation, à la nourriture, à la sécurité et au droit de rêver. Il marqua une pause, regardant droit dans les objectifs des caméras de télévision nationale. Lorsqu'un enfant rêve, elle ne rêve pas seulement pour elle-même. Elle rêve pour toute une nation. Et c'est notre devoir, notre responsabilité, de transformer ce rêve en réalité. Ces mots étaient puissants, et le pays les ressentit. L'annonce explosa sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme #Sonoparatoda criant ça, des rêves pour tous les enfants, et Dies Education Indiretto, l'éducation est un droit, devinrent viraux. Les commentateurs et citoyens partagèrent leurs propres histoires de lutte, de résilience et d'espoir. Au cœur d'un quartier poussiéreux de Ouagadougou, Mariam apprit la nouvelle par une voisine qui avait vu la retransmission à la télévision. Elle resta figée, la main portée à sa bouche, alors que la vérité l'envahissait. « C'est donc pour ça qu'il est venu » murmura-t-elle. Il a vraiment écouté. Ce soir-là, alors qu'elle bordait son fils, elle se pencha et embrassa son front. « Tu vas pouvoir aller dans une meilleure école maintenant » lui dit-elle. « Et qui sait, peut-être deviendras-tu vraiment ce médecin. » Le garçon la serra très fort contre lui. « Je le ferai, maman. Je te le promets. » Au cours des jours suivants, l'histoire de la visite non officielle du président Traoré et de la réforme qui en découla fit le tour du pays. L'histoire de Mariam et de son fils devint plus qu'un simple événement, elle devint un mouvement. Les journaux locaux publièrent de longs articles. Les animateurs de radio racontèrent son histoire entre deux chansons. Même les médias internationaux s'y intéressèrent. Le président du Burkina Faso écoute son peuple et réforme l'éducation en une nuit. Pendant ce temps, le président visita une école rurale à Bobo-Dioulasso. Là, au milieu de bureaux cassés et de visages souriants, il rencontra Fatou, une fillette de 9 ans, aux cheveux tressés, aux chaussures poussiéreuses et au cœur débordant d'ambition. « Que veux-tu devenir quand tu seras grande ?» demanda-t-il, s'agenouillant à sa hauteur. « Je veux être ingénieur, » répondit-elle avec de grands yeux brillants. « Pour construire des ponts. »« Pourquoi des ponts ?» demanda-t-il, réellement intrigué. « Parce que les ponts relient les gens, » répondit-elle en brandissant un petit carnet rempli de croquis enfantins. « Et moi, je veux connecter tout le monde. » Traoré sourit,
la poitrine gonflée par quelque chose de plus profond que la fierté. C'était cela, précisément cela, le cœur de tout ce qu'il s'efforçait de réaliser. Relier les gens, transformer les rêves en action, lier le pouvoir au but, connecter le leadership à l'écoute. De retour à Ouagadougou, le fils de Mariam reçut ses premiers livres neufs du programme des rêves pour tous les enfants. Il rentra à la maison en courant, rayonnant de bonheur. « Maman, regarde !» cria-t-il, brandissant un livre coloré sur l'anatomie humaine. « Maintenant, je pourrai mieux étudier. » Mariam prit le livre dans ses mains comme s'il s'agissait d'un trésor. « Oui, mon fils, tu peux apprendre, maintenant. Et peut-être qu'un jour, tu guériras les autres. » Et alors que le soleil se couchait sur le Burkina Faso, des révolutions ne commencent pas par une loi, mais par une promesse, murmurée dans une maison silencieuse. Étonnue, Mariam serra son fils dans ses bras, les larmes aux yeux, non des larmes de tristesse, mais de soulagement écrasant. Elle ressentit quelque chose qui lui avait longtemps semblé impossible, l'espoir. Ce n'était pas la fin de leur combat, mais le début de quelque chose de beau. Le début de la dignité, de l'opportunité, d'un avenir enfin à portée de main. Au palais présidentiel, le président Ibrahim Traoré recevait quotidiennement des rapports sur l'avancement de l'initiative des rêves pour tous les enfants. Mais les papiers ne lui suffisaient pas. Il refusait de gouverner à distance. Semaine après semaine, il quittait le confort du palais pour visiter aussi bien les villages reculés que les quartiers pauvres des villes, s'assurant que le changement promis était réel, visible dans les salles de classe, les cuisines et les communautés. Lors d'une de ces visites, au cœur de la campagne, il rencontra un vieux fermier nommé Amadou. L'homme se tenait fièrement à côté de sa plantation désormais florissante, la sueur au front mais la joie dans les yeux. « Monsieur le Président, dit Amadou en levant une tomate bien mûre, grâce aux nouvelles routes construites pour acheminer les matériaux vers les écoles, je peux désormais transporter ma récolte au marché facilement. » Ibrahim sourit, profondément satisfait. « C'était exactement ce que nous espérions, » répondit-il. « Que chaque avancée dans un domaine puisse en faire progresser un autre. L'éducation ne doit pas seulement instruire, elle doit transformer. » Elle transforma, en effet. Les réseaux sociaux s'illuminèrent de milliers de voix partageant leur parcours. Des histoires affluèrent, venant d'enfants recevant leur premier manuel scolaire, de mères comme Mariam, d'enseignants ayant désormais de la craie, et plus seulement des murs vides. Les hashtags Sono para Toda Criança et Diez Educação au Futuro devinrent des phares numériques, ralliant tout un pays autour du pouvoir de l'apprentissage. Dans les coulisses, Marie, l'assistante dévouée d'Ibrahim, travaillait sans relâche. Elle bâtissait des ponts avec des universités, des ONG et des entreprises, veillant à ce que la survie du programme ne dépende pas uniquement de l'État. « Nous ne faisons que commencer », déclara-t-elle à son équipe. Mais déjà, nous voyons l'étincelle du changement. Et ce n'est pas seulement économique. C'est profondément humain. Le président Traoré partageait cette conviction. Tandis qu'il parcourait les nouvelles écoles, serrait la main des enfants et s'asseyait dans des salles poussiéreuses pour écouter des voix timides, il comprenait. C'était cela, le véritable leadership. Non le pouvoir, la présence, non les discours, l'action. Un journaliste, accompagnant le président lors d'une visite, nota discrètement dans son carnet. Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui honore son histoire, célèbre ses héros et construit des ponts de dignité pour tous. Et un matin lumineux, l'un de ces ponts prit toute sa signification. Fatou, la fillette de 9 ans qui avait dit un jour au président qu'elle rêvait de devenir ingénieure, pour relier les gens, avait fait tout le trajet de Bobo-Dioulasso jusqu'au nouveau centre pour l'innovation et la dignité à la capitale. Son cœur battait fort, partagé entre excitation et nervosité. Elle portait une vieille valise cabossée et un ancien livre ayant appartenu à sa mère. En arrivant, elle vit une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une foule d'enfants, de parents et de citoyens rassemblés pour célébrer l'initiative Dignité par l'autosuffisance, un programme frère né des réformes éducatives. Des banderoles flottaient. La musique emplissait l'air. Et là, en tête, Marie, les larmes aux yeux, coordonnait les derniers préparatifs de la cérémonie. Elle aperçut Malik,
le jeune garçon autrefois malade dans une clinique de fortune, portant fièrement un nouveau pull et tenant un panneau de photos de projets locaux. Puis le président Traoré monta sur scène. Lorsqu'il aperçut Fatou approcher du rassemblement, il descendit et marcha droit vers elle, la voix légèrement brisée par l'émotion. « Bienvenue !» Fatou sourit à travers ses larmes. « Ma mère a toujours cru que ce jour arriverait, » murmura-t-elle. Elle ouvrit l'ancien livre qu'elle tenait entre ses mains. À l'intérieur de la couverture, en lettres fanées, une phrase unique était inscrite. « La connaissance est l'héritage le plus précieux que nous puissions laisser. » Ibrahim prit le livre dans ses mains, les yeux embués. Cette phrase simple, discrète, portait le poids de tout ce qu'il avait essayé d'accomplir. De tout ce pourquoi le pays luttait désormais. C'était bien plus qu'un souvenir. C'était un manifeste. Lors de son discours officiel, le président Traoré ne parla pas de PIB ni de chiffres politiques. Ces mots vinrent du cœur. Aujourd'hui, commença-t-il d'une voix ferme et fière, nous ne sommes pas ici pour célébrer des statistiques. Nous sommes ici pour honorer les mains qui ont cultivé cette terre. Les mères qui ont cru quand plus personne n'y croyait. Les enfants qui ont refusé d'abandonner leurs rêves. Vous êtes les véritables piliers du Burkina Faso. La foule se leva, applaudissant longuement, beaucoup les larmes aux yeux. Les applaudissements n'étaient pas pour le pouvoir, mais pour la dignité. Pour les mères, les enfants, les enseignants, les paysans. Pour chaque citoyen oublié que l'on se souvenait enfin. Pour l'héritage d'un vieux livre. Pour un simple dessin. Pour une promesse chuchotée sous un baobab. Et cette nuit-là, dans les foyers à travers le pays, de la petite maison d'argile de Mariam à la chambre de Fatou près du centre. Les parents bordèrent leurs enfants avec quelque chose de différent dans leur voix. Pas seulement de l'amour.